En 1881, une photographie fut prise qui aurait dû être détruite immédiatement. Un jeune acteur hongrois est assis sur une chaise richement décorée, tandis que le roi de Bavière, l'un des monarques les plus puissants d'Europe, se tient à ses côtés comme un serviteur. Dans le protocole royal, c'était plus qu'un scandale, c'était inimaginable. Jamais un roi ne reste debout tandis qu'un simple mortel est assis. La seule raison pour laquelle une telle photographie pouvait exister était que ce simple mortel représentait bien plus que ce que quiconque devait savoir. Lorsque des copies atteignirent Munich, les ministres qui les virent comprirent aussitôt ce qu'elles révélaient. Ce n'était pas seulement une atteinte au protocole. Après 2 décennies de dissimulation soigneusement orchestrée, le secret le plus dangereux du roi se retrouvait soudain à la vue de tous. Et cette seule photographie allait déclencher une conspiration qui se terminerait par 2 corps flottant dans un lac. Un pêcheur fut payé pour se taire, et un mystère sur lequel l'Allemagne conserve encore des documents classés secret défense à ce jour. Vous connaissez Louis II comme le roi fou qui fit bâtir le château de Disney, cette forteresse de contes de fées perchée sur une falaise bavaroise, Neuschwanstein. 6 millions de visiteurs le parcourent chaque année. Mais ce que l'on ne vous dit pas lors des visites, c'est que chaque tour, chaque passage secret, chaque pièce cachée fut conçue dans un seul but, dissimuler ce qui se passait lorsque le roi inversait sa vie entière, dormant le jour et vivant uniquement dans l'obscurité, car Louis II avait découvert quelque chose qui l'aurait détruit si cela avait été révélé. Dans la nuit, il pouvait enfin aimer celui qu'il aimait vraiment. Voici l'histoire d'une photographie interdite qui révéla un royaume d'ombre bâti sur des secrets, où un roi qui ne pouvait pas aimer les femmes créa un monde nocturne élaboré pour être lui-même. Où des technologies électriques révolutionnaires illuminaient des grottes souterraines pour des rendez-vous clandestins, où des serviteurs étaient payés des fortunes pour oublier ce qu'ils avaient vu. Et où, finalement, les mauvaises personnes découvrirent ce qui se passait dans cette obscurité et décidèrent que le roi devait mourir. 13 juin 1886, lac de Starnberg, Bavière, 22h30. 2 corps flottent dans l'eau peu profonde. L'un est le docteur Bernhard von Guden, psychiatre le plus respecté de Bavière. Son visage porte des égratignures, son cou des marques d'étranglement. L'autre est Louis II, roi de Bavière, âgé de 40 ans. Sa montre s'est arrêtée à 18h54. Le rapport officiel parlera de suicide par noyade, mais Louis était un excellent nageur. On ne trouva aucune eau dans ses poumons et le pêcheur qui découvrit les corps reçut des paiements mystérieux toute sa vie jusqu'à devenir maire de sa petite ville. Mais pour comprendre pourquoi un roi finit mort dans un lac, pourquoi un médecin fut étranglé, pourquoi un pêcheur fut payé pour se taire, il faut revenir au moment où ce prince maudit découvrit pour la première fois la terrible vérité sur lui-même. Munich, 1863. Louis a 18 ans et il vient de rencontrer l'homme qui va bouleverser son destin. Le prince Paul, spécialiste des finances, entre dans sa vie en portant l'uniforme d'un aide de camp, bouton doré, maintien impeccable. Louis avait déjà vu de beaux hommes la cour bavaroise en regorgeait, mais Paul était différent. Quand leurs regards se croisèrent dans la salle du trône, quelque chose d'électrique passa entre eux. Quelque chose que la Bavière n'avait pas de nom pour désigner en 1863, ou plutôt, qu'elle avait trop de noms pour condamner, tous dangereux. En quelques semaines, ils devinrent inséparables. Paul rejoignait Louis dans ses appartements tard dans la nuit, après que la cour se fut retirée. Leur correspondance officielle restait correcte, formelle. Mais d'autres lettres, cachées dans les archives royales, ont survécu seulement parce que quelqu'un oublia de les brûler. « Cher et beau Louis, écrivait Paul, mon cœur ne bat que pour toi. Quand je vois de la lumière à ta fenêtre, je sais que tu penses à moi. Je t'appartiens, corps et âme. » Louis répondait avec une passion qui serait plus tard brandie comme preuve de sa folie. « Tu es le soleil de mes ténèbres. Quand tu es loin, je ne peux ni manger ni dormir. Je marche dans mes appartements comme un animal en cage jusqu'à ton retour. Mais les murs ont des oreilles. Les serviteurs murmurent. Les ministres prennent note. En 6 mois, des rumeurs circulaient déjà dans les brasseries de Munich. Le prince non couronné préférait la compagnie de son aide de camp à celle des princesses convenables.
il fallait agir. La reine Marie, mère de Louis, fut la première. Elle convoqua Paul en audience privée. Nul ne sait ce qui fut dit, mais Paul quitta la Bavière le soir même, muté en Prusse. Il ne reviendrait jamais. Le premier amour de Louis s'acheva sur une leçon. Pour lui, aimer signifierait toujours perdre. Mais un autre changement se produisit. À partir de cette époque, Louis modifia son emploi du temps. D'abord quelques retards au conseil du matin, puis des absences totales. À l'hiver, les courtisans remarquèrent qu'il n'apparaissait guère avant le coucher du soleil. Son Altesse, nota un ministre, semble avoir développé une aversion même pour la lumière du jour. Ils crurent à un deuil. Ils avaient en partie raison. Mais Louis avait compris autre chose lors de ses rencontres nocturnes avec Paul. Dans l'obscurité, il pouvait être lui-même. Le masque du prince parfait, futur roi, époux et père d'héritiers, tombait chaque soir avec le soleil. Puis, en 1864, tout bascula. Le roi Maximilien II mourut soudainement et, à seulement 18 ans, Louis devint roi de Bavière. La couronne pesait 5 livres, mais pour lui, elle aurait pu en peser 1000. Car désormais, non seulement il devait cacher qui il était, mais encore se marier, avoir des enfants, assurer la survie des Wittelsbach. Toute la monarchie bavaroise, vieille de 7 siècles, reposait sur sa capacité à accomplir ce qu'il ne pourrait jamais faire, aimer une femme. Ils essayèrent, bien sûr. En 1867, la cour annonça les fiançailles de Louis avec la princesse Sophie, sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Sophie était belle, intelligente, tout ce qu'une reine devait être. Le mariage était prévu pour le 25 août, anniversaire de Louis. Des invitations furent envoyées à travers l'Europe, mais à mesure que la date approchait, Louis devint de plus en plus erratique. Il repoussa une première fois, puis une deuxième. Finalement, en octobre, il convoqua Sophie en privé. « Je ne peux pas vous faire ça, » lui dit-il, selon ses mémoires ultérieures. « Vous méritez un mari qui puisse vous aimer totalement. Je ne suis pas cet homme, je ne le serai jamais. » Les fiançailles furent rompues. Sophie montra une étonnante compréhension. Elle ne se maria jamais et déclara plus tard « Comment aurais-je pu, après avoir été aimée par Louis ?» Mais elle se trompait. Louis ne l'avait pas aimée. Il était déjà épris d'un autre. Richard Hornig entra dans sa vie par les écuries, littéralement. Groom chargé des chevaux royaux, il attira l'œil du roi en 1866. Blond, aux yeux bleus, avec des traits classiques, semblant sculptés dans le marbre, Hornig était tout ce que Paul avait été, avec une différence cruciale. Il était d'assez basse extraction pour que personne ne soupçonne rien. Ou du moins c'est ce que croyait Louis. En un an, Hornig passa de simple palefrenier à maître d'hôtel, puis à écuyer personnel. Louis lui offrit une propriété au bord du lac, une fortune en traitement annuel, et plus encore, un accès illimité à ses appartements privés. Dans son journal, découvert après sa mort, Louis appelait Hornig « Degalipa Minosilla, l'amant de mon âme ». Mais ces mêmes pages révèlent la guerre intérieure qui le consumait. Sur une page, des déclarations d'amour passionné, sur la suivante, des prières de pardon, des promesses de résistance à la tentation. « Je suis damné », écrivait-il en 1869. Mais la damnation avec lui est plus douce que le salut dans la solitude. C'est alors que Louis prit une décision qui déconcerta les historiens pendant des décennies. Il construirait un château, mais pas n'importe lequel. Une fantaisie médiévale perchée sur une falaise imprenable, accessible seulement par un pont qu'on pouvait détruire en cas d'attaque. Il l'appela Neuschwanstein, la nouvelle pierre du cygne. Mais ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est que chaque pièce fut pensée pour la discrétion, passage secret reliant les chambres, porte invisible pour les serviteurs. La salle du trône, décorée de mosaïques byzantines d'anges et de rois, n'eut jamais de trône installé, car Louis n'avait jamais eu l'intention d'y régner. Neuschwanstein ne fut pas construit pour les affaires royales, mais pour les secrets royaux. C'est là, en 1869, que sa métamorphose en roi de la nuit commença réellement. Le changement se fit si progressivement que personne ne le remarqua d'abord.
Louis déplaçait ses réunions à l'après-midi, puis au début de soirée. En 1870, la plupart des affaires de cour se tenaient après Vaincre. En 1875, la transformation était achevée. Louis II de Bavière avait inversé sa vie entière. Il se levait à 19, prenait son petit déjeuner à minuit, déjeunait à 3 heures du matin et dînait au lever du soleil, avant d'aller se coucher. Mais pourquoi? Les historiens y virent de la folie, une excentricité, un signe de dérèglement mental. Ils se trompaient. Car ce qui se passait pendant ces heures nocturnes, aucun chroniqueur du XIXe siècle n'aurait osé l'écrire. Louis avait créé un royaume d'ombre, une Bavière parallèle qui n'existait que dans les ténèbres, peuplée de ceux qui, comme lui, ne pouvaient vivre à la lumière du jour. Les acteurs de ce royaume nocturne étaient choisis avec soin. Hornig, bien sûr, vivait pratiquement dans les appartements du roi. Mais il y avait aussi de jeunes comédiens des théâtres de Munich, recrutés après les représentations de minuit. Des musiciens donnaient des concerts privés dans la grotte de Vénus, cette grotte artificielle construite à Linderhof, avec son lac souterrain illuminé par des lampes électriques capables de changer de couleur. Rouge pour la passion, bleu pour la mélancolie, vert pour la jalousie. Ah, la grotte de Vénus. Laissez-moi vous dire ce qui s'y passait vraiment, car les guides touristiques ne le diront jamais. Construite entre 1866 et 1877, elle était présentée au public comme un hommage de Louis à l'opéra Tannhäuser de Wagner, où le héros visite la déesse Vénus dans son royaume souterrain. Mais en vérité, elle servait un tout autre dessein, offrir un environnement entièrement contrôlé où Louis pouvait orchestrer des mises en scène impossibles ailleurs. Imaginez, une grotte artificielle longue de 90 mètres, un lac chauffé à 28 degrés Celsius, des machines à vagues créant de légers remous, des musiciens cachés jouant Wagner derrière des rochers peints, et au centre, un bateau doré en forme de coquille où Louis flottait des heures durant, accompagné du compagnon choisi pour la nuit. Le système d'éclairage électrique était révolutionnaire. La première centrale électrique d'Allemagne fut construite uniquement pour le plaisir d'un homme. Mais ces lumières faisaient plus que les éclairer, elles les transformaient. Sous le rouge, la grotte devenait le Venusberg, montagne des plaisirs de l'opéra de Wagner. Sous le bleu, c'était la grotte de Capri, où les empereurs romains tenaient leur propre fête secrète. Et surtout, les lumières pouvaient s'éteindre à tout instant, plongeant le lieu dans l'obscurité totale si des visiteurs inattendus arrivaient. Les domestiques affectés à ces veillées nocturnes étaient choisis avec soin et richement rémunérés, mais même de hauts salaires n'achetaient pas toujours le silence. Dès 1880, des rapports inquiétants parvinrent au ministre. On racontait que le roi demandait à de jeunes valets de danser pour lui, en privé, sans leurs uniformes. Un rapport déposé par un ancien serviteur, renvoyé et amer, décrivait des scènes qui deviendraient plus tard des preuves de la folie du roi. Sa Majesté commande des spectacles qui feraient rougir un empereur romain, disait-il. De jeunes hommes, choisis pour leur beauté, doivent danser devant lui, vêtus seulement de guirlandes de fleurs. Il les observe depuis son trône, les yeux brillants à la lueur des bougies, et en appelle parfois un pour lui murmurer des instructions. Ces accusations auraient pu rester enterrées dans les archives si, en 1881, n'était survenu l'événement qui marqua le début de sa chute, l'arrivée de Joseph Quintès. Quintès avait 23 ans lorsque Louis le vit jouer pour la première fois au théâtre de la cour de Munich. Il interprétait Didier dans Marion Delorme de Victor Hugo. Sa prestation, compétente sans être exceptionnelle, n'expliquait pas pourquoi elle fascina le roi. Mais ce soir-là, Louis lui envoya une convocation royale. Beaucoup d'acteurs auraient été terrifiés. Une audience privée avec ce monarque reclus, réputé pour ses exigences étranges. Quintès, lui, était ambitieux, mais aussi curieux de cet homme qui vivait dans l'ombre. Leur première rencontre dura jusqu'à l'aube. Personne ne sut jamais ce qu'ils se dirent. Mais une semaine plus tard, Louis invita Quintès en voyage en Suisse non comme acteur ni comme amuseur, mais comme compagnon. Le voyage de mai 1881 était censé rester secret. Louis voyageait sous le nom de comte von Berg, Quintès comme son secrétaire.
Mais, emporté par sa passion, le roi commit une erreur fatale. Il autorisa un photographe à Lucerne à immortaliser leur portrait. Cette photographie. On y voit Quintès assis sur une chaise ornée, détendu, presque nonchalant, la main sur le genou. À ses côtés, debout, le roi de Bavière. Mais ce sont leurs regards qui trahissent tout. Quintès fixe l'objectif avec un léger sourire sûr de lui, tandis que Louis, lui, ne regarde pas l'appareil, mais son compagnon avec l'expression d'un homme éperdument amoureux. Lorsque les copies atteignirent Munich, les ministres furent horrifiés. Non seulement à cause de la violation du protocole, mais à cause de ce qu'elle révélait, la sexualité du roi, soigneusement dissimulée depuis près de 20 ans, s'exposait au grand jour. Le comte Maximilian von Hohenstein, ancien ami devenu ennemi politique, y vit une opportunité. Il se mit à rassembler des preuves, non seulement la photographie, mais aussi les témoignages de domestiques renvoyés, des reçus pour des cadeaux fastueux offerts à des compagnons masculins, et surtout des extraits du journal intime du roi, volés par un valet corrompu. Mais Hohenstein savait qu'en Bavière, l'homosexualité tolérée discrètement dans l'aristocratie ne suffirait pas à détrôner un roi. Il fallait davantage. Il fallait prouver que Louis était fou. C'est alors qu'entra en scène le docteur Bernhard von Guden, psychiatre réputé, mais homme d'ambition. Il n'avait jamais rencontré le roi, ne l'avait jamais examiné, jamais approché. Cela ne l'empêcha pas de produire un rapport médical détaillé. Rédigé en mars 1886, c'était un chef-d'œuvre de mauvaise foi. Chaque excentricité devenait un symptôme rythme de sommeil inversé, signe de démence, représentation théâtrale privée, délire de grandeur, relation masculine, preuve d'une folie morale. Mais en lisant entre les lignes, ce rapport disait autre chose. Louis II n'était pas fou, il était gênant. En 1886, ses dettes atteignaient 14 millions de marks, ses châteaux saignaient le trésor, et ses relations de plus en plus visibles devenaient impossibles à cacher. Le royaume fantôme bâti dans l'ombre était traîné à la lumière. La conspiration accéléra. Le 10 juin 1886, Louis fut déclaré fou et inapte à régner. Son oncle, le prince Luitpold, fut nommé régent. Une commission fut envoyée à Neuschwanstein pour l'arrêter. Mais Louis fut averti quelques heures avant leur arrivée. Ses serviteurs fidèles, ceux qui avaient gardé ses secrets des décennies, lui dirent qu'il pouvait encore fuir. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, sa cousine et sans doute la seule à le comprendre, avait fait préparer des calèches à la frontière. Mais Louis hésita. Où irait un roi déchu ? Demanda-t-il à son valet. Quelle vie restait-il pour lui s'il n'était plus roi de Bavière ? Le 12 juin à 4 heures du matin, la commission entra à Neuschwanstein. Ils trouvèrent Louis dans sa chambre, tout habillé, comme s'il les attendait. Le docteur von Guden rencontra enfin l'homme qu'il avait diagnostiqué fou, sans l'avoir vu. « Comment pouvez-vous me déclarer fou ?» demanda le roi. « Vous ne m'avez jamais examiné. » La réponse de Guden fut glaciale, inutile. Les preuves documentaires suffisaient. Louis fut emmené au château de Berg, au bord du lac de Starnberg, officiellement pour un traitement, en réalité, une prison, et il n'en sortirait jamais vivant. Le soir du 13 juin 1886, moins de 48 heures après son arrestation, Louis demanda au docteur von Guden de l'accompagner pour une promenade au bord du lac. Il avait plu, mais l'orage s'était dissipé. Guden peut être coupable, peut être simplement trop sûr de lui, accepta. Il renvoya même les gardes qui les suivaient d'ordinaire. « Le roi est calme, dit-il. Nous n'avons besoin d'aucune protection contre un homme brisé. » Ils partirent à 18h30. À Winkf, comme ils ne revenaient pas, des équipes de recherche furent envoyées. Ce qu'elles trouvèrent ne fut jamais expliqué de manière cohérente. Les deux corps gisaient dans l'eau, à une vingtaine de mètres du rivage, là où l'eau n'atteignait que la taille. La montre de Louis s'était arrêtée à 18h54, celle de Guden à 20h10. Le visage du médecin portait des griffures, des marques d'ongles. Son cou montrait des signes d'étranglement. Le verdict officiel fut rendu en quelques heures, meurtre-suicide. Louis se serait noyé, puis Guden se serait donné la mort. Dossier clos, mais rien dans la scène n'était logique.
Louis était un nageur expérimenté, confirmé par plusieurs témoins. L'eau était peu profonde. On le retrouva flottant, visage vers le bas, mais ses poumons ne contenaient pas d'eau. Son manteau, disparu immédiatement après l'autopsie et jamais retrouvé, aurait porté 2 impacts de balles dans le dos, selon la comtesse Joséphine von Verbitz, qui affirma l'avoir vu avant sa disparition. Et puis, il y avait Jacob Lidl, le pêcheur qui avait découvert les corps. En 1 mois, Lidl avait assez d'argent pour acheter une propriété. En 1 an, il était devenu maire de sa ville. Il ne parla jamais publiquement de cette nuit-là, mais dans ses papiers privés, retrouvés après sa mort, il écrivit une phrase glaçante « Le roi s'échappait, j'avais un bateau prêt. Alors qu'il venait vers moi, j'ai entendu un coup de feu. Il est tombé en avant dans l'eau. On m'a dit que si je tenais à la vie de ma famille, je n'avais rien vu d'autre que 2 hommes noyés. Qui avait tiré ce coup de feu? Qui avait donné ses ordres à l'idole? Qui avait payé son silence? Nous ne le saurons jamais. Certains documents relatifs à la mort de Louis restent classés secret défense par le gouvernement bavarois. En 2007 encore, lorsque des chercheurs demandèrent à les consulter, on leur répondit que ces archives étaient trop sensibles pour être rendues publiques. Mais le plus grand mystère n'est peut-être pas de savoir comment Louis mourut, mais pourquoi il devait mourir. Il avait déjà été destitué, déjà déclaré fou. Pourquoi tuer un roi sans pouvoir, sinon parce qu'il n'était pas impuissant? Parce qu'il connaissait des secrets sur d'autres nobles, recueillis au fil de 2 décennies de veillées nocturnes et de mondes d'ombre? Parce que sa seule existence, même en captivité, menaçait ceux qui avaient partagé ces ténèbres sans avoir son courage de les assumer? Après sa mort, les suites furent rapides et implacables. Ses papiers privés furent saisis et pour la plupart brûlés. Les serviteurs qui avaient assisté à ces nuits secrètes furent renvoyés, pensionnés et réduits au silence par des accords stricts. La grotte de Vénus fut fermée pour de longues rénovations. Richard Hornig, l'amant de mon âme, disparut aussitôt de la cour. Il vécut encore 30 ans dans l'ombre, sans jamais parler publiquement de sa relation avec le roi. Joseph Quintess retourna au théâtre, devint l'un des acteurs les plus célèbres d'Allemagne, mais ne joua plus jamais en Bavière. Lorsqu'on l'interrogea sur Louis en 1910, peu avant sa mort, il répondit simplement « Le roi était l'homme le plus seul que j'ai jamais rencontré. Il bâtissait des châteaux dans le ciel parce que le monde réel n'avait pas de place pour lui. » Et voici l'ironie. Ces châteaux, ces fantasmes de pierre construits par Louis pour se créer un monde où il pouvait être lui-même, ont survécu. Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee. Le gouvernement bavarois, celui-là même qu'il avait déclaré fou, comprit vite qu'ils étaient des mines d'or. Quelques années après sa mort, ils furent ouverts au public. Aujourd'hui, Neuschwanstein rapporte à lui seul plus de 50 millions d'euros par an à la Bavière. Les châteaux de Louis, bâtis dans sa tentative désespérée de créer un royaume nocturne, sont devenus la source de richesses les plus durables de son pays. La folie du roi fou s'est transformée en trésor national. Et c'est sans doute l'ironie la plus cruelle. Louis II, qui passa sa vie à se cacher dans les ténèbres, est devenu l'un des rois les plus visibles de l'histoire. Des millions de touristes arpentent ses châteaux chaque année, photographient sa grotte et achètent des cartes postales de ses tours féeriques. Ils voient tout sauf ce qui comptait vraiment. Un homme si désespéré d'aimer et d'être aimé qu'il inversa le temps lui-même, fit de la nuit son jour et transforma ses rêves impossibles en pierre. L'eau du lac de Starnberg garde ses secrets. Mais parfois, les nuits de brouillard, les habitants racontent qu'on voit encore des lueurs sur l'eau, là où le roi mourut. Pas des lampes électriques ni des torches, mais une clarté plus douce, comme une lumière de lune lorsqu'il n'y a pas de lune. On dit que c'est Louis qui cherche toujours à atteindre ce bateau, qui tente toujours de s'évader vers un monde où les rois peuvent aimer qui ils veulent, où la nuit devient le jour et où les contes de fées sont réels. Le roi fou est mort. Vive le roi rêveur. Aujourd'hui, Neuschwanstein rapporte plus de 50 millions d'euros par an à la Bavière. La folie du roi est devenue son plus grand trésor. Chaque photo Instagram, chaque château Disney, chaque billet de touriste est un monument à un homme détruit pour avoir été lui-même. En 1886, quelques jours après la mort de Louis, l'impératrice Élisabeth d'Autriche écrivit dans son journal
Ils l'ont tué non pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il était libre. Et la liberté, la vraie, est la seule chose que le pouvoir ne peut tolérer. Louis II mourut à 40 ans, après avoir passé moins de 200 nuits dans les châteaux qu'il avait ruinés. Mais dans ces heures volées entre le coucher et le lever du soleil, dans un royaume qui n'existait que dans les ténèbres, il vécut plus fidèlement que la plupart des rois n'osent jamais. L'eau du lac de Starnberg garde ses secrets. Le gouvernement allemand conserve toujours des archives classées sur cette nuit-là. Mais 138 ans plus tard, nous marchons encore dans ses rêves, nous tentons encore de comprendre ce roi qui aima dans l'obscurité et mourut dans la lumière.